Bon, un peu de logistique. Donc la première table ronde, géopolitique droit international. Donc j'invite Pascal Ausseur, Niki Aloupi et Nikos Alivizatos à s'installer. Merci de votre présence. Donc, Niki Aloupi incarne cette relation franco-grecque, hein, puisqu'elle est professeure de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et surtout, comment vous présentez, spécialiste de questions stratégiques droit international. Et de droit international. Et je comprends que notre ambassadrice va vous mobiliser pour donner encore plus de densité à notre dialogue. Et puisque j'ai cité Panthéon-Assas, je me tourne vers Nikos, qui est bien sûr professeur émérite de l'Université d'Athènes, mais aussi lié à Panthéon-Assas. Vous avez été même ministre de l'Intérieur, quelques jours. Mais il y en a qui s'installent au pouvoir, vous êtes beaucoup plus modeste. Voilà. Et puis enfin notre ami Pascal Ausseur, amiral, mais il n'aime pas qu'on rappelle qu'il est amiral, il nous a dit ancien marin. Il a quand même fait la police maritime pendant 30 ans sur tous les bateaux du monde et il dirige actuellement la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques qui est à Toulon. Toulon, c'est au bord de la mer, comme Alexandropolis. Et si nous voulons développer une réflexion commune sur la mer, on peut alterner Toulon une année, Alexandropolis une autre année. Voilà. Donc l'idée géopolitique, droit international, qui veut ouvrir? Je ne sais pas si vous vous êtes concerté. Peut-être Pascal, hein, vous pouvez commencer. Oui. Alors, il ne s'agit pas d'un séminaire académique, n'est-ce pas, hein? Il s'agit d'un dialogue où nous insisterons avec Georges Prévélakis sur la dimension appliquée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va déduire de tout ça, quelles sont des lignes d'action, qu'est-ce qu'on peut recommander aux autorités respectives pour lesquelles nous ne travaillons pas, mais nous sommes en droit de faire passer une note en France au nouveau gouvernement, au nouveau ministre, qui est actuellement dans 20 minutes en transmission de pouvoir entre son prédécesseur Séjourné, qui devient commissaire européen, et Jean-Noël Barrot, qui devient le nouveau ministre des Affaires étrangères, fils de Jacques Barrot, ancien commissaire européen, petit-fils d'un grand résistant français. Hein, on est toujours la paix, la guerre. Hein, la résistance, la résilience, ça fait partie de nos catégories d'analyse, mais à condition d'avoir les pieds sur terre. Monsieur le maire, vous n'étiez pas là tout à l'heure, je me suis permis de citer votre motto, qui est plus qu'un slogan électoral, I love to design human-centered policies. Je crois que c'est de vous, ça. Et je crois que c'est ce qui nous inspire. C'est ce qui nous inspire aujourd'hui. Pascal. Oui, merci Michel. Alors moi j'ai deux inconvénients. C'est un, je ne suis pas juriste pour parler du droit et de la géopolitique. Et deux, je crois que malheureusement je vais avoir le mauvais rôle. Et j'en suis désolé, mais je vois qu'il y a un militaire dans la salle et peut-être qu'il partagera mon analyse. Je crois qu'aujourd'hui nous arrivons dans une phase de reflux du droit international. Voilà, c'est le cœur de mon propos. On est aujourd'hui dans un effet ciseau. Alors je ne sais pas si la traduction c'est une expression française. Un effet ciseau, c'est le croisement de deux courbes comme un ciseau. Nous sommes encore dans une inertie liée, et je vais l'expliquer pourquoi, à 30-40 ans d'explosion du droit international, qui fait que nous continuons à penser que le droit international va changer le monde, et en même temps, parce qu'il se passe quelque chose de dramatique actuellement dans le monde, nous vivons une rupture considérable depuis plusieurs années, qui fait que le droit international est de plus en plus méprisé, et c'est une tendance lourde, ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est une tendance lourde, et à mon avis, de plus en plus d'acteurs s'affranchissent du droit international, et d'où l'effet ciseau, d'où la tension. Nous créons de la norme,
de plus en plus fine, nous continuons à réguler à un moment où de plus en plus de gens se moquent complètement du droit international. Et ça ne peut pas durer comme ça, c'est évident. Voilà, alors je vais essayer de détailler un peu mon raisonnement. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Moi, je suis rentré dans les armées françaises en 1981. Donc c'était pendant la guerre froide, et c'était même un des pics. La guerre froide avait plusieurs pics, et là c'était la crise des euromissiles. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui m'avait frappé quand je suis rentré dans l'armée, dans la marine française, c'était la peur. Nos chefs, nos plus vieux chefs avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, et les colonels et les capitaines de vaisseaux et les chefs un peu plus jeunes avaient été formés par des gens qui avaient connu la guerre mondiale. Et tout le monde pensait que la prochaine guerre mondiale serait thermonucléaire et qu'il y avait un danger vital. C'était vrai dans la marine française et dans l'armée française, c'était vrai dans toutes les armées de l'OTAN, c'était vrai dans le pacte de Varsovie, chez les soviétiques, c'était vrai partout dans le monde. Cette génération avait peur de la guerre. Et ils avaient élaboré un droit international, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait un objectif et un seul, maintenir la paix. Il n'y avait pas 10 000 objectifs, il n'y en avait qu'un seul. Et pour maintenir la paix, ils avaient associé la souveraineté. Donc finalement, il y avait deux grands enjeux, paix, souveraineté. Et c'est tout. Mais ces principes étaient des principes transcendants, partagés par tous. Et on peut créer du droit quand il y a une transcendance partagée. En l'occurrence, c'est ce qui s'était à peu près passé. Alors évidemment, ce n'était pas parfait, loin s'en faut, et il y a beaucoup de choses qui ont été sacrifiées pendant la guerre froide. La justice, ce n'était pas un sujet. L'ordre n'était pas juste, l'ordre était pacifique. Le droit de l'homme, ce n'était pas un sujet. Les pauvres citoyens soviétiques d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, leur situation individuelle n'importait pas. Ce n'était pas le sujet. On n'allait pas faire la guerre mondiale pour ça. Et puis, bien sûr, plus on s'éloignait du risque de la guerre atomique, moins ce principe de paix était important. Donc effectivement, dans les marges, c'est-à-dire loin du théâtre européen où se matérialisait cette opposition stratégique, eh bien, on se permettait des choses, on permettait de faire la guerre. Donc il y avait la guerre en Afrique, il y avait la guerre en Amérique latine, il y avait la guerre en Asie, mais c'était, entre guillemets, des petites guerres. Alors aujourd'hui, c'est des mots qui choquent terriblement, puisque un mort est un mort. Oui, mais le risque de la guerre thermonucléaire n'existait pas. Et ça, tout le monde le comprenait, y compris les gens qui mouraient en Afrique. Ils disaient, ici, on fait la guerre parce que c'est moins grave que s'ils la faisaient au centre de l'Europe. Donc, voilà, ça, c'est mes 10 premières années de vie de militaire. Et finalement, j'ai eu beaucoup d'interactions comme jeune officier avec l'Union soviétique à l'époque et avec le pacte de Varsovie. Et tout était extrêmement clair, carré, réglé. Tout le monde avait peur de déraper. Parce que cette grande peur partagée nous habitait collectivement. Puis, la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, du pacte de Varsovie, et on rentre dans la phase, la fin de l'histoire, la grande convergence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul modèle, le modèle occidental, et naturellement, grâce au doux commerce que Montesquieu avait décrit, on va faire du business, on va faire de l'économie, et naturellement, tout le monde va converger vers le modèle occidental, presque mécaniquement. Il n'y a plus de problème. Donc on commence à parler de la communauté internationale, c'est-à-dire cette espèce de construction intellectuelle qui dit le monde entier parle d'une seule voix. Normal, puisqu'ils partagent la même vision, et c'est la vision de l'Occident. Donc pour nous, c'est très, très confortable, puisque tout le monde convergeait vers nous. Donc quand les gens convergent vers vous, vous n'avez pas d'effort à faire, vous donnez des leçons aux autres, mais vous, c'est très confortable. Donc nous, Européens, on l'a très bien vécu, cette période. On l'a très bien vécu. Et puis, bien sûr, on s'est mis à normer pour expliquer ce que c'était qu'être un bon Européen. Et c'est pas surprenant que les premières normes qu'on a faites sont des normes économiques, puisque l'économie devenait l'alpha et l'oméga de l'activité humaine. Nous sommes des êtres
qui produisons, qui consommons, et qui sommes des produits en plus. Donc voilà, l'homo economicus, et donc on a normé, et bien sûr le GATT, l'OMC, tout ça, vous connaissez ça par cœur. Et puis le deuxième volet, plus subtil, les droits de l'homme. On a généralisé des droits de l'homme, puisque c'était notre vision, et très j'y reviendrai, je ne peux pas aller trop vite, mais non seulement on les a généralisés, mais on les a raffinés, affinés. Je n'ai aucune valeur... aucun jugement de valeur là-dedans, mais des droits de l'homme de plus en plus sophistiqués, j'allais dire. Moi, comme militaire, qu'est-ce que ça voulait dire? Puisqu'il faut rentrer dans le concret. Eh bien, j'ai été le gendarme, j'ai participé, j'étais un gendarme du monde, qui était là pour m'assurer que tout le monde appliquait les droits de l'homme. Donc à un moment, la communauté internationale décidait qu'à cet endroit-là, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Afrique, ailleurs, les gens n'appliquaient pas les droits de l'homme, et donc on allait mettre un peu d'ordre là-dedans. Et donc il y avait une résolution de l'ONU, ou pas, quelquefois on s'affranchissait, et je reviendrai de ça là-dessus. Eh bien, et les militaires, on était là pour faire un travail de gendarme. C'était plus de la guerre, c'était le gendarme. Il n'y avait plus de risque de nucléaire, là, plus personne ne parlait de ce genre de choses. On avait beaucoup moins peur. C'était on pouvait mourir pour le militaire, mais c'est tout. Personne n'avait peur de prendre une bombe sur la figure, nulle part, sauf ceux qui avaient le malheur d'être désignés comme des délinquants du monde. Donc finalement, très concrètement, pendant 10 ans de guerre froide, j'ai pas fait d'opération. J'étais l'arme au fusil, prêt à bondir, mais pas d'opération. Et pendant 30 ans, puisque j'ai 40 ans de militaire, pendant 30 ans de post-guerre froide, j'ai pas arrêté. De plus en plus, on employait les gendarmes de plus en plus. Et on employait la force de plus en plus. Et sur de plus en plus de monde. Et ça, c'est un point qu'il faut réfléchir. Plus de normes, plus de règles, plus de droits, plus de violence. Bien sûr, la notion de souveraineté n'avait plus d'importance, puisque c'était justement la communauté internationale se réservait le droit d'intervenir dans les États. Donc, d'ailleurs, vous vous rappelez, les États, la politique n'avaient plus d'importance. La gouvernance, oui, l'économie, oui. Le monde était fait, les hommes d'affaires étaient plus puissants que les chefs d'État. Hein, et on a entendu la fin de la pertinence de l'État. C'est quelque chose que ma génération sur lequel nous avons débattu dans des colloques pendant des heures et des heures. Et puis, dernier point, il y avait de plus en plus d'acteurs. Bon, je veux aller un peu vite, mais la fin de cette période qui s'est finie il y a, je dirais, un peu moins de 10 ans. Enfin, moi, je l'ai vécu, je l'ai senti il y a un peu moins de 10 ans, la bascule dans un nouveau monde, poser des problèmes que vous connaissez tous, mais que je vais évoquer. 4 problèmes, moi j'en ai vu 4, mais il y en a peut-être d'autres. Le problème, c'est que il y a une inflation de règles et de normes et de droits. On a raffiné le droit pendant 30 ans. On l'a raffiné. Plus il y a de règles, et l'inconvénient d'avoir... vous avez de plus en plus de règles. Et l'inconvénient, c'est que plus il y a de règles, plus vous avez de probabilité d'enfreindre la règle. Et donc, des délinquants, il y en avait de plus en plus. Forcément. Hein. Si vous dites le droit de l'homme, bon, ok, on n'a pas le droit de tuer sans... Mais si vous dites le droit de l'homme, c'est déjà la relation homme-femme. Ah, très bien. Bon, ok. L'homme adulte-enfant. Très bien. Relation vis-à-vis des minorités sexuelles. Ok. Et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, vous trouvez des motifs de trouver des délinquants. Et je parle là dans les droits de l'homme, mais dans le monde économique, c'est la même chose, etc. Et donc, vous avez de plus en plus de délinquants potentiels et de plus en plus de sanctions potentielles, et d'ailleurs, de facto, de plus en plus d'interventions militaires. Deuxième inconvénient, c'est que celui qui donne le droit a de plus en plus de chances d'être pris, alors expression française, la main dans le pot de confiture, c'est-à-dire d'être pris à enfreindre le droit qu'il édicte lui-même et qu'il impose lui-même. C'est le cas évidemment des États-Unis, hein, qui, alors qu'ils étaient l'hégémon, le porteur de ce monde nouveau, etc., donneur de leçons au monde entier, mais les Européens, on n'était pas les derniers non plus, eh bien, lorsque les États-Unis faisaient quelque chose comme Guantanamo, complètement contraire au droit, aux valeurs et aux principes qu'ils évoquaient, évidemment, ça saute comme le nez au milieu du visage, tout le monde le voit et ça devient insupportable, alors que le même Guantanamo il y a 40 ans, tout le monde s'en serait fichu. Mais à partir du moment où vous donnez le droit et vous vous arrogez, vous vous mettez en position de donner le droit,
Voilà, il y a une perte de crédibilité très forte. Deuxième inconvénient, c'est plus vous raffinez du droit, plus vous affinez le droit dans le comportement individuel, plus vous impactez les cultures. Et là, de plus en plus, eh bien, des gens se sont sentis touchés. Et là, ce n'étaient pas des chefs d'État machiavéliques, c'était des gens qui ne comprenaient plus les règles qu'on leur imposait. Et la notion de néocolonialisme en Afrique est portée beaucoup sur l'extension du droit international dans le mode de vie, parce que ça choque leur culture. Troisième point, c'est la souveraineté. C'est qu'effectivement, d'ailleurs c'était parfaitement conceptualisé, les États devaient disparaître, et donc la souveraineté c'était plus un sujet. Communauté du monde, citoyens du monde, qu'est-ce que ça veut dire la France, la Grèce ou le Rwanda? Il n'y a pas de Rwanda, il y a des citoyens qui appliquent les mêmes droits qui sont décidés à New York. Et ça a choqué beaucoup de gens, et ça nous revient en boomerang. Et le tout dernier point, c'est que la notion, mais je l'ai déjà évoqué, la notion de différence entre le temps de paix et le temps de guerre s'atténue complètement. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus que du temps de paix, mais on emploie les forces armées dès le temps de paix, tout le temps, et on lâche des bombes, et des gens meurent sous des paix. Vous savez qu'il y a eu un débat juridique, moi quand j'étais au cabinet du ministre Morin du temps de Sarkozy, pour savoir si la France était en guerre en Afghanistan. On ne savait pas, il n'y avait pas de guerre, on n'avait pas eu de vote pour déclencher la guerre, mais on bombardait en Afghanistan et on avait des soldats qui mouraient. Hein, donc, mais on ne savait plus si on était en guerre ou en paix. Et ça, c'est normal si le droit est permanent. Dernier point, et j'ai fini ma séquence pour que vous compreniez, à mon avis, où est-ce qu'on en est. C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons cette convergence est terminée. Cette convergence est terminée. Nous sommes dans un monde de divergence, dans un monde de fragmentation, dans un monde où les forces centrifuges sont de plus en plus fortes et touchent tout le monde. Ça touche nos sociétés. On est dans un champ de force, vous voyez, et ça touche les pays les uns avec les autres. Et là, il y a une remise en cause du droit international, puisque le droit international,